C'est autour de ce slogan que des milliers de travailleurs réunis au sein de la CSA Bénin, de la CGTB, de la COSI Bénin et de l'UNSTB ont marché dans les rues de Cotonou ce samedi 11 mai 2024 pour protester contre la vie chère, la remise en cause des acquis sociaux et la malgouvernance. Les manifestants, avec des bandeaux rouges sur la tête, des pancartes et des banderoles, ont exprimé leur mécontentement face à la situation actuelle que vit la population béninoise. La marche des travailleurs a démarré à la Bourse du Travail et passé par le Grand Carrefour avenue Stemez, le Carrefour Saint-Michel, le Carrefour Marina et a échoué au Carrefour Étoile Rouge. Il est grand temps de souhaiter et d'exiger une gouvernance moins brutale et moins déshumanisée. Il est grand temps de revivre dans un environnement démocratique et de redonner le droit de se plaindre au peuple quand il a mal. Car tant que nous permettons à un individu de décider seul et pour toujours de notre destinée, nous serons condamnés à errer. C'est la démocratie et ce que nous faisons, le pouvoir actuel, le pouvoir du président Talon doit comprendre que ce n'est pas un acte de défiance. On n'est pas contre sa personne, mais on veut dire ce qu'on ressent. Et c'est une marche pour l'aider, pour aider le pouvoir à décrypter les signaux que nous lui envoyons. Nous lui envoyons des signaux. On a faim, on nous tape, quand on n'a pas de casque, on nous persécute, on nous pourchasse comme des malfrats. On n'est pas d'accord avec ça. Nos tickets valeurs là, vous allez retirer, il faut nous les remettre. Les carrières des travailleurs, vous ne faites rien. Le maïs est cher. Les gens souffrent, ils ne mangent pas. C'est des signaux qu'on envoie pour dire ah, il faut faire quelque chose. Et donc le pouvoir doit comprendre que c'est pour l'aider. C'est le secrétaire général de l'UNSTB qui a fait la lecture de la déclaration de la protestation contre la cherté de la vie. Dans cette déclaration, il a fait des dénonciations et des revendications devant les manifestants. Vos compatriotes vont mal, très mal. Oui, ils n'en peuvent plus. Ils ne supportent plus. Ils sont fatigués. Sur le plan général, de la cherté excessive de la vie, de la politique fiscale asphyxiante du gouvernement, de l'effritement vertigineux et continu de leur pouvoir d'achat, du sous-emploi et du chômage devenu endémique, de la barbarie et des bavures policières, de l'inflation législative avec au compteur des lois chrysogènes, scélérates et réductrices des libertés individuelles et collectives. Nous voudrions vous informer très formellement et solennellement qu'elle sera renouvelée autant de fois qu'il sera nécessaire pour changer la gouvernance en faveur des masses laborieuses. Au point de la marche à l'Étoile Rouge, Moudassirou Bachabi, secrétaire général de la CGTB, a relevé que le gouvernement béninois a convoqué les responsables syndicaux à une rencontre prévue pour le 23 mai 2024. L'objectif de cette réunion sera d'engager des discussions constructives sur les préoccupations exprimées par les syndicats. La réunion avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'était vraiment pour faire le point sur le partenariat que le Bénin a avec le FMI, un partenariat remarquable, un partenariat unique. Nous sommes là pour accompagner le Bénin. Nous sommes très fiers d'être associés à l'élan de réformes dans lequel le Bénin s'est lancé depuis un certain nombre d'années. Et les fruits, on commence à voir les fruits de ces réformes. Notamment, l'une des questions qu'on a discutées, c'est comment catalyser le potentiel, comment faire en sorte que ce potentiel immense que le Bénin a puisse être réalisé. Et donc, l'un des aspects reliés à ça, c'est la question du capital humain, qui c'est une question qui tient son Excellence à cœur. Et donc, on a discuté, partagé un peu les expériences internationales sur ces questions. Et nous pensons que les initiatives en cours de préparer la jeunesse béninoise pour les emplois du futur, c'est des initiatives très pertinentes. Et nous sommes prêts à
à continuer à accompagner le gouvernement dans son élan de réforme. Nous avons également discuté, nous avons fait le point sur la conduite des réformes du cadre macroéconomique au Bénin. Et nous voyons un pays vraiment qui a eu une exécution budgétaire exemplaire. Nous avons un pays qui est rentré en crise dans une position très forte. En 2019, les finances publiques étaient très saines, ce qui a permis à l'État de déployer toute sa force pour soutenir les populations en période de crise. Et maintenant que la crise s'estompe un peu, on a les coussins qui sont en train d'être reconstitués pour se préparer pour les prochaines crises. On ne prédit pas les crises. Donc la logique de la rigueur budgétaire, c'est vraiment pour se préparer pour les moments difficiles. Nous savons bien que le monde a été frappé par des chocs exceptionnels. Et donc, il est important d'avoir cette fondation solide pour permettre aux revenus du Béninois et de la Béninoise d'augmenter dans le temps. Et donc, la problématique, c'est toujours comment catalyser le potentiel. Vous pouvez avoir un potentiel sur le papier, mais ce qui est important, c'est comment mettre en place tous les facteurs qui vous permettent de le réaliser. Et dans ce voyage, le gouvernement joue un rôle important, notamment toutes les initiatives en cours en matière d'éducation, comment réformer l'éducation. C'est des initiatives que nous apprécions et qui sont dans la bonne voie. Ce programme en cours, c'est un programme qui a un quantum de financement exceptionnel. C'est le premier de son genre dans la région. Donc c'est un programme aussi où nous avons avancé les décaissements. C'est un programme où dans les 6 premiers mois du programme, on a décaissé 40% de l'enveloppe globale. Donc non seulement l'enveloppe globale était très grande, mais aussi les décaissements étaient avancés, notamment pour soutenir l'économie en temps de crise. Et donc, au fur et à mesure que les revues sont complétées, comme celle que nous venons d'achever, il y aura 72 millions de dollars qui vont être décaissés. Et les revues précédentes avaient des décaissements plus costauds parce que l'économie était en situation un peu plus difficile. Et donc maintenant que le gouvernement est en train de reconstruire les coussins, vous voyez, ça phagocyte d'autres sources de financement. Il y avait 4 bacs qui avaient chargé. Il y avait encore une dizaine de colis à terre. Et lorsque les gens nous ont aperçus, ils ont commencé par ramer tout feu vers la rive opposée. C'est ainsi que les collègues se sont jetés à l'eau pour aller les rattraper. Mais dans ça, il y avait toujours des individus qui persistaient. Ils ont ramé, ils ont poussé leur pirogue pour suivre le courant du fleuve. C'est ainsi qu'une barque a heurté un îlot qui est dans le fleuve là-bas et qui a fait chavirer. Mais on a réussi à récupérer 7 sacs des 10 qui étaient dedans. La seconde barque, elle a réussi à passer et l'individu a contourné par la berge et allé sauter dans l'eau. Elle a conduisait la pirogue vers la rive opposée où les gens l'attendaient déjà avec les motos pour embarquer. Lorsque les collègues de la police étaient obligés de faire des feux de sommation, qui l'ont dissuadé, il a fui et on a pu également récupérer ces colis qui au total ont donné 42. Désormais, la douane n'est plus seule. Toutes les forces de défense et de sécurité de la région de Malanville sont mobilisées, ont déjà établi un plan qui est éprouvé et qui a donné ses résultats et que désormais on ne tolérera plus ce genre de choses au niveau de la région de Malanville. Ce que nous demandons, c'est l'appui surtout des autorités au niveau local qui ne devraient pas nous cacher certaines informations, qui devraient plutôt être notre complément afin de mieux nous renseigner pour nous aider dans l'accomplissement de notre boulot. La duchesse de Sussex, Meghan Markle, a découvert grâce à un test généalogique qu'elle était en partie nigériane. En visite dans le pays pour la première fois à l'occasion du sommet sur les femmes dirigeantes organisé par l'économiste nigériane et directrice de l'Organisation mondiale du commerce Ngozi Okonjo-Iweala, la princesse s'est exprimée sur la révélation de son héritage.
Quand j'ai fait ma généalogie et que j'ai découvert mon héritage, la première chose que j'ai faite a été d'appeler ma mère parce que je voulais savoir si elle en était consciente. Et je pense qu'être afro-américain, c'est en partie de ne pas savoir grand-chose de sa lignée, de son passé, d'où l'on vient spécifiquement. Et c'était excitant pour nous deux d'en découvrir plus et de comprendre ce que cela signifie vraiment. Jamais dans 1 million d'années je ne comprendrai autant que maintenant en étant ici. Et des hommes et des femmes ont répété à maintes reprises qu'ils n'étaient pas surpris lorsqu'ils avaient découvert que j'étais nigériane. En ce qui me concerne, je dis cela surtout comme un compliment pour vous toutes, parce que ce que vous définissez comme étant une femme nigériane, c'est d'être brave, résiliente, courageuse, puissante et belle. La duchesse de Sussex avait annoncé dans son podcast en octobre 2022 qu'elle était nigériane à 43%. Lors de cet événement, Meghan Markle s'est jointe à des femmes leaders pour discuter de l'importance du mentorat pour les jeunes femmes. Je constate souvent que quels que soient les voyages que j'ai effectués, que ce soit au Nigeria ou dans un autre pays du monde, lorsque les femmes atteignent le sommet de la réussite, elles s'en vont. Mais il faut revenir au pays. Il faut au moins être un visage familier pour que la génération suivante se dise « Voilà quelqu'un qui me ressemble et je peux faire la même chose ». Meghan Markle et son mari, le prince Harry, se sont déplacés pour promouvoir la santé mentale des soldats et des jeunes filles. Les participants au dialogue national au Mali ont recommandé vendredi de prolonger la transition démocratique de 3 ans. Cette décision devrait permettre au chef de la junte militaire au pouvoir, Assimi Goïta, de se présenter à une nouvelle élection. Les consultations nationales qui ont duré des mois et qui ont été boycottées par une grande partie de l'opposition ont abouti à une série de recommandations, notamment à la prolongation de la transition de 5 ans, prolongeant ainsi le règne de la junte jusqu'en 2027. Les militaires au pouvoir, après 2 coups d'État successifs en 2020 et 2021, s'étaient engagés à réussir la transition démocratique avant mars 2024. Mais des tensions se sont accrues dans le pays en raison de leur incapacité à respecter le calendrier promis pour le retour à l'ordre constitutionnel. Dans les régions rurales de l'Ouganda, où la drépanocytose est encore mal connue, les personnes qui en sont atteintes peuvent être confrontées à des difficultés tout au long de leur vie. À l'est du pays, dans l'une des zones les plus touchées par la maladie génétique, une jeune femme qui en souffre redouble d'efforts pour éduquer et conseiller les communautés sur cette maladie du sang. Ils ne m'ont jamais considérée comme quelqu'un d'important, comme quelqu'un qui grandirait ou qui devrait recevoir une éducation. Parce qu'il disait à ma mère que les gens comme moi ne grandissent pas, qu'ils ne peuvent pas aller à l'école et qu'ils n'ont pas d'enfants. Ma mère s'est donc occupée de moi et a cessé de m'emmener à l'hôpital lorsque j'ai atteint l'âge de 12 ans. À partir de là, elle me mettait dans un taxi depuis notre village et me disait d'aller seule à la clinique. La drépanocytose est une maladie héréditaire qui affecte les globules rouges qui transportent l'oxygène dans le sang. Ces derniers se déforment et durcissent et bloquent la circulation sanguine, ce qui peut causer des anémies et favorise le risque d'infection. Avant ses 2 ans, il tombait malade, mais nous ne savions pas de quelle maladie il s'agissait. Nous avons donc confirmé sa maladie lorsqu'il avait 2 ans à Outouturu. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à nous battre avec lui jusqu'à aujourd'hui. Le seul remède à la douleur causée par la drépanocytose est une greffe de moelle osseuse ou une thérapie génique. Un traitement qui est hors de portée de la plupart des patients en Ouganda où de nombreuses familles se rendent rarement à l'hôpital en raison des contraintes financières. Je dirais que l'hydroxuré est un médicament miracle parce qu'il a changé le cours de la prise en charge des enfants drépanocytaires. Avant, nous étions tellement frustrés, vous vous occupiez d'un enfant puis il atteignait l'âge de 12 ans et il avait tellement de complications que même vous commenciez à souhaiter que tout s'arrête. L'hydroxuré a changé la donne. Elle améliore la qualité de vie de ces patients. Le financement du traitement provient souvent d'organisations donatrices. Selon le ministère ougandais de la Santé, environ 20 000 bébés naissent chaque année avec la drépanocytose dans le pays.
À l'époque où Barbara est née, si quelqu'un avait la drépanocytose, les gens la regardaient comme une personne malade. Mais je pense qu'à présent, les gens ont un peu plus de compréhension grâce à l'information à la radio. Les médecins expliquent que les efforts récents pour promouvoir la compréhension de la drépanocytose dans la région ont permis d'augmenter le nombre de personnes cherchant une aide professionnelle à l'hôpital. La Somalie demande aux Nations Unies de mettre fin à leur mission politique dans le pays. Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité et au secrétaire général Antonio Guterres, le ministre somalien des Affaires étrangères Ahmed Moalim Fiki a déclaré que la décision faisait suite à un examen approfondi des priorités stratégiques du pays. La MANUSOM a aidé le gouvernement à rétablir la paix et la stabilité face aux attaques du groupe extrémiste Al-Shabaab lié à Al-Qaïda. Son mandat actuel expire le 31 octobre. Fiki a demandé la conclusion rapide des procédures nécessaires pour y mettre fin avant la fin du mandat. Cette mission onusienne a travaillé en étroite collaboration avec les soldats de maintien de la paix de l'Union africaine. La Somalie a établi un gouvernement de transition fonctionnel en 2012 et s'efforce de reconstruire la stabilité face aux attaques extrémistes et à la piraterie croissante. Le chemin de fer Éthiopie-Djibouti, construit par la Chine, a célébré vendredi ses réalisations. Après 6 ans d'exploitation commerciale, l'équipe chinoise a officiellement mis fin à ses services d'exploitation et de maintenance de la ligne de chemin de fer lors d'une cérémonie organisée à Addis Abeba. La Chine poursuivra sa coopération avec l'Éthiopie et Djibouti sur le projet afin d'améliorer la qualité de ses services et sa durabilité. Au cours des 10 dernières années, l'initiative Belt and Road a été l'une des principales forces favorisant le développement vigoureux de la construction d'infrastructures et de l'industrie manufacturière en Éthiopie et a également créé un grand nombre d'opportunités d'emploi pour les jeunes Éthiopiens. À cet égard, le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, construit par la Chine, est devenu un projet à grande échelle emblématique de l'initiative Belt and Road. La ligne ferroviaire Addis Abeba-Djibouti est désormais capable de fournir des services diversifiés de transport de passagers et de marchandises, avec une augmentation annuelle de 39% des recettes de transport. Il a permis également de désengorger les terminaux portuaires en augmentant le volume de transport de 20%. Le premier chemin de fer électrifié de la région réduit le temps de transport des marchandises de plus de 3 jours à moins de 20 heures. Les représentants des gouvernements éthiopiens et djiboutiens ont salué le rôle du chemin de fer dans la promotion de la prospérité économique régionale. La ville de Bria en République centrafricaine abrite le plus grand camp de personnes déplacées du pays. Des décennies d'instabilité ont obligé des milliers de Centrafricains à fuir leur foyer pour échapper au combat entre factions armées. Raphaël en fait partie. Aujourd'hui, il gère sa propre boutique avec l'aide des Nations Unies et d'organisations partenaires. Compte tenu de son handicap, la vie était encore plus difficile pour lui dans le camp. L'aide financière que j'ai reçue m'a permis de créer une entreprise. J'ai économisé mes bénéfices pour démarrer d'autres activités. J'ai l'intention de diviser l'argent en deux. Une partie servira à payer la dot de ma future épouse, en espérant que Dieu nous bénisse en nous donnant des enfants et que nous puissions vivre heureux en famille. La perspective d'un avenir meilleur pour Raphaël. Géré par le Bureau des Affaires humanitaires des Nations Unies, le plan vise plus de 400 000 personnes déplacées ou rapatriées parmi les plus vulnérables du pays. Dans cette petite église de Port-au-Prince à Haïti, le son des tambours et les chants de ces adeptes du vaudou étouffent les rafales ou les tirs d'armes auxquels ils sont habitués. Ici, on oublie la violence des gants et on célèbre Saint Georges, un martyr chrétien qui était considéré comme un soldat romain. Il est vénéré par les catholiques et les pratiquants du vaudou.
Il lui offre de l'argent et prie avec ferveur dans l'espoir de parvenir à surmonter la crise qui s'aggrave dans le pays. La violence des gangs, qui touche désormais plus de 80% de Port-au-Prince, a contraint des milliers de familles à fuir leur domicile, entraînant chômage et inflation. Chaque nation, chaque peuple a un nom pour sa terre, son histoire, sa culture et sa religion. Nous sommes haïtiens et notre culture et notre âme, c'est le vaudou. Boudé pendant longtemps par les politiciens et les intellectuels, le vaudou est en train de devenir une religion puissante. Lorsque Isaac a ouvert son temple il y a plusieurs années, environ 8 familles de la région étaient membres. Aujourd'hui, il en compte plus de 4000, tant à Haïti qu'à l'étranger. Aujourd'hui, le vaudou est différent. C'est un vaudou propre et pur qui est philosophie, spiritualité et magie. Le vaudou est présent dans l'éducation, l'économie, la vie sociale, la politique et bien plus encore. Le vaudou est à l'origine de la révolution qui a conduit Haïti à devenir la première république noire libre du monde. Le pape François a exprimé samedi son inquiétude au sujet de l'état actuel du monde qu'il décrit comme étant une planète en flammes à cause des guerres. Le souverain pontife a appelé à plus d'humanité devant les participants de Be Human, la rencontre mondiale sur la fraternité humaine qui rassemble 30 lauréats de prix Nobel et des personnalités d'organismes internationaux au Vatican. La guerre est une tromperie. La guerre est toujours une défaite. Tout comme l'idée d'une sécurité internationale fondée sur la dissuasion par la peur. C'est une autre tromperie. Pour garantir une paix durable, nous devons revenir à la reconnaissance de notre humanité commune et placer la fraternité au centre de la vie des peuples. Ce n'est qu'ainsi que nous réussirons à développer un modèle de coexistence capable de donner un avenir à la famille humaine. La paix politique a besoin de la paix des cœurs, afin que les gens se réunissent avec la certitude que la vie triomphe toujours de toutes les formes de mort. Durant cette rencontre de 2 jours, les lauréats du prix Nobel débattront avec des scientifiques, des économistes et autres personnalités sur la recherche d'alternatives aux guerres et à la pauvreté. La Slovénie se joint à l'Égypte pour réclamer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Les ministres des Affaires étrangères des 2 pays se sont rencontrés dimanche au Caire. Au centre des discussions, l'évacuation de Rafah demandée par Israël qui s'apprête à frapper la ville au sud de Gaza. Nous sommes fermement opposés au plan israélien de déplacer des Palestiniens et à l'opération militaire en cours à Rafah. Nous les condamnons et appelons à plusieurs reprises les Israéliens à ne pas aller de l'avant, donc à ne pas le faire. Israël doit également mettre fin à l'expansion des colonies. Au moins 300 000 personnes ont déjà fui la ville de Rafah menacée. L'Égypte insiste sur son plan de paix et la Slovénie se dit favorable à une solution à 2 États. L'accord de paix égypto-israélien est un choix stratégique que l'Égypte a fait il y a plus de 40 ans et qui est considéré comme le principal pilier de la paix et de la sécurité dans la région. L'accord comporte des mécanismes qui sont activés pour faire face à toute violation qui aurait pu se produire. Il existe des mécanismes spéciaux pour traiter ces violations si elles existent. Et cette question s'inscrit dans un cadre technique et dans le cadre du comité de liaison militaire. La situation humanitaire est de plus en plus catastrophique sur la bande de Gaza et Rafah est dernier refuge de plus d'1 million de civils.